rendu de la 52e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 18 juillet 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 52e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du respect de l'ordre opérationnel aux frontières aéroportuaires terrestres et lacustres de la République démocratique du Congo. Le président de la République suit avec une vigilance particulière la situation qui prévaut à nos différents postes frontaliers, notamment dans les aéroports où lui parviennent des plaintes émanant des opérateurs économiques, des différents voyageurs et autres visiteurs de notre pays. Ces derniers dénoncent des tracasseries multiformes, exercées en dehors de tout cadre légal et qui entravent gravement la fluidité des échanges ainsi que l'exercice normal des activités commerciales. Rappelons que l'ordre opérationnel aux frontières a été mis en place précisément pour mettre un terme à ces pratiques préjudiciables à l'image de notre pays et à l'économie nationale. Il a souligné que cette réforme visait à rationaliser la présence des services publics au point d'entrée et de sortie du territoire, à simplifier les procédures liées au commerce extérieur et à assainir le climat des affaires dans une logique de gouvernance efficace et de respect de l'autorité de l'État. La résurgence de toute dérive que rien ne saurait justifier compromet sérieusement les efforts de réforme engagés par le gouvernement et nuit à l'image même de nos institutions. Face à cette situation, le président de la République a appelé à une évaluation et à une actualisation rigoureuse, exhaustive et sans complaisance de l'exécution de l'ordre opérationnel, car il est impératif que tous les services non indispensables ou dont la présence n'est pas strictement encadrée par les textes légaux ou réglementaires soient retirés sans délai et sans aucune forme de procès. La restauration de l'autorité de l'État passe par la fin de comportements déviants et la tenue d'un ordre opérationnel crédible à nos frontières. À cet effet, il a instruit formellement le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Défense nationale, de Transport et Voies de communication, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, celui du Commerce extérieur, l'administrateur général de l'ANR, les directeurs généraux de la DGM, ainsi que tous les autres services spécialisés, de prendre sans délai les mesures suivantes. 1. Procéder à un audit ciblé et documenter des services opérant actuellement aux frontières. 2. S'assurer que seuls les services indispensables et dûment mandatés poursuivent leurs activités dans un cadre coordonné, transparent et efficace. Écarter sans ménagement tout agent ou structure exerçant en violation des textes ou se livrant à des pratiques attentatoires à l'éthique de l'État et au climat des affaires. Le président de la République a insisté pour que toute mesure à adopter dans ces cadres tienne absolument compte des impératifs de sûreté de l'État en parfaite adéquation avec le contexte sécuritaire particulièrement sensible que traverse actuellement notre pays. Un rapport conjoint d'évaluation de l'ordre opérationnel assorti des recommandations en vue d'une réorganisation durable du dispositif de contrôle des frontières est attendu dans un délai de 15 jours sous la coordination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Le deuxième point de la communication du président de la République
a porté sur l'exigence du quitus fiscal préalable aux opérations commerciales, financières et autres en République démocratique du Congo. Le président de la République a été informé des préoccupations légitimes exprimées par les représentants du secteur privé à la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles conditions relatives à l'exigence du quitus fiscal tel que prévu par la loi de finances 2025 et son arrêté d'application du 9 avril 2025. Bien que ces dispositions traduisent une volonté louable de renforcer la discipline fiscale, leur mise en œuvre semble engendrer des difficultés opérationnelles qui affectent directement le fonctionnement du secteur privé, notamment les respects des clauses contractuelles en cours d'exécution entre entreprises, l'octroi de crédits, pilier essentiel du financement de l'économie, l'attractivité financière du pays, en particulier vis-à-vis des investisseurs et des non-résidents, et plus globalement la fluidité des opérations commerciales. L'exigence du quitus fiscal comme condition préalable au paiement de créances interentreprises, à l'ouverture de comptes bancaires pour les non-résidents ou encore à la délivrance de cartes de travail pour les expatriés impose des contraintes disproportionnées aux conséquences immédiates sur l'activité économique. Le président de la République a rappelé que l'amélioration du climat des affaires constitue un pilier stratégique de son programme de transformation économique de notre pays. À ce titre, il a encouragé la poursuite de la mise en œuvre de réformes fiscales dans un esprit de concertation afin de ne pas compromettre ni les relations d'affaires, ni la confiance des investisseurs, ni la compétitivité de notre économie. C'est dans ces cadres que la Première ministre a été chargée d'organiser sous sa supervision et avec l'appui de la cellule climat des affaires des échanges approfondis avec l'ensemble de parties prenantes, notamment les ministères des Finances, la Direction générale des impôts et les représentants du secteur privé en vue de réaliser une évaluation technique et économique de modalités d'application actuelles du quitus fiscal, de proposer un cadre fiscal revisé conciliant impératifs budgétaires, attractivité économique et fluidité des affaires, et de formuler, les cas échéants, les amendements à intégrer dans la prochaine loi des finances en prévoyant une entrée en vigueur progressive, concertée et soutenue par les acteurs concernés. Dans l'attente de conclusion de ces concertations, un moratoire temporaire ciblé sur certaines exigences jugées les plus contraignantes devra être mis en place pour préserver les intérêts publics comme privés. L'objectif de cette démarche demeure celui d'asseoir une gouvernance fiscale rigoureuse, équitable et prévisible au service de la stabilité et de la croissance de notre économie. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement s'est apaisantie, elle, sur le renforcement de la riposte contre le choléra et la sortie des crises ainsi que la résilience face aux inondations à Kinshasa. Elle a soutenu avoir mis en place une commission ad hoc chargée notamment de procéder à l'intégration dans une feuille de route stratégique commune tous les plans sectoriels émanant des différents ministères concernés par les deux problématiques de santé publique. Cette feuille de route comprend des opérations claires et systémiques de riposte à l'épidémie de choléra, ainsi que des propositions de sortie de crise et de résilience face aux conséquences des inondations dans le pays. Sous sa supervision, cette commission est composée des ministères de l'Intérieur, des Ressources hydrauliques, de l'Environnement, de la Santé, des Affaires sociales, ainsi que de la Communication et des médias. La présidence de la République, ainsi que le gouvernement provincial de Kinshasa, ont été aussi associés aux travaux de la dite commission et ont également pris part aux travaux de partenaires techniques et financiers. Ils ont exprimé à cet effet leur disponibilité à participer chacun dans son secteur d'action à la mise en œuvre de la feuille de route. Programmée sur une période de 3 mois, cette feuille de route reprend des opérations multisectorielles réparties sur les 4 piliers suivants. Réponse immédiate à l'épidémie de choléra et assistance alimentaire, humanitaire, coordination et communication pour le changement de comportement, renforcement du mécanisme de prévention, des préparations et de gestion des risques de catastrophes au niveau national, provincial et local,
activation des travaux d'assainissement, de la lutte anti-érosive et réhabilitation légère. Compte tenu de l'urgence liée à la vitesse de propagation de l'épidémie, notamment dans les grandes agglomérations du pays, et de la nécessité de sortie de crise des inondations, elle a instruit les ministres d'État au budget ainsi que celui des Finances, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions utiles quant à ceux. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-ministre de l'Intérieur a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été entre autres marqué par l'interrogation de la population consécutive à la surchauffe des hostilités sur les différentes lignes de front tant au nord Kivu qu'au sud Kivu, alors que les négociations sont en cours à Doha au Qatar après l'accord signé à Washington. Sur le plan politique, il a informé le Conseil de son instruction donnée au vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, pour assumer l'intérim du gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe suite à son indisponibilité. La déchéance du vice-gouverneur de la province de la Mongala, Cédric Ayakakuma, par la requête de mise en accusation émise par les procureurs généraux près la Cour de cassation qui a fait l'objet d'informations aux membres du gouvernement. Sur un autre chapitre, le vice-ministre des Affaires coutumières a rassuré que son ministère poursuit avec la vulgarisation de textes sur le comité provincial locaux de sécurité mixé aux opérations de police dites NDOBO afin de combattre efficacement et avec efficience l'insécurité dans nos villes et autres centres urbains. Par ailleurs, il a aussi fait le point de la situation frontière et de l'état des lieux de catastrophes et sinistres intervenus dans les provinces du Congo central, Mongala et Kasaï. Toujours sur ces chapitres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a quant à lui brossé la situation générale au plan opérationnel dans le nord Kivu et les sud Kivu, et il a aussi abordé la question de la situation sécuritaire et de la calmie observée dans les triangles Congo central, Kinshasa et Grand Bandundu. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a brossé la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. En ce qui concerne le choléra, il a indiqué que la situation sanitaire est demeurée inquiétante au cours de cette semaine avec une létalité de 4,6% au pays et toujours autour de 4% à Kinshasa. Les cumuls du taux de létalité de la première semaine à la 27e semaine est de 2,1% sur l'ensemble du pays. L'épicentre en reste les provinces de la Chopo et du Sud Kivu. On note une augmentation des cas en moyenne 1200 par semaine depuis 6 semaines consécutives. Cette tendance à la hausse est observée dans les provinces de Kinshasa, Équateur, Lomami, Maniema et Maindombe. Par contre, il a été noté une baisse des cas dans les provinces de Olomami et de Haut-Katanga. La province du Lualaba a déclaré la fin de l'épidémie de choléra, 0 cas depuis la 20e semaine. Afin de limiter le risque de contamination et de protéger la population, le ministère de la Santé publique a recommandé l'application de mesures d'hygiène contre le choléra, à savoir le lavage de mains avec de l'eau propre et du savon, la prise régulière de l'eau potable, bien cuire les aliments et laver le fruit, éviter toute défécation à l'air libre, nettoyage régulier des latrines, garder les lieux de vie propres. En cas de diarrhée, se rendre immédiatement dans un centre de santé le plus proche. En ce qui concerne le Mpox, la tendance à la 27e semaine épidémiologique est marquée par une augmentation de cas suspects passant de 313 à 529. Les actions de riposte se poursuivent afin de venir à bout de cette épidémie. Note d'information relevant du secteur de l'éducation nationale. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a informé le Conseil du lancement officiel de la plateforme e-diplôme, un projet stratégique de sécurisation, de modernisation et de transparence dans la gestion des diplômes d'État en République démocratique du Congo. En effet, la plateforme
diplôme.cd, première solution numérique de certification des diplômes d'État reposant sur la technologie de la blockchain, constitue un tournant décisif dans la modernisation du système éducatif congolais. Elle vise à dématérialiser l'émission des diplômes, sécuriser les documents académiques via la technologie blockchain, faciliter leur vérification nationale et internationale, garantir l'accessibilité permanente aux diplômés, employeurs, universités et ambassades et assurer un archivage sécurisé et permanent sans perte de données même en cas d'évolution des systèmes internes. En termes d'impact attendu, la ministre d'État, ministre de l'Éducation, a évoqué la réduction drastique de la fraude aux diplômes, le gain de crédibilité internationale du système éducatif congolais et l'autonomisation des diplômés, car les diplômés auront une preuve directe de leur diplôme certifiant accessible en tout temps. Cette avancée majeure vers la transparence, la modernisation et la souveraineté numérique du système éducatif congolais positionne les systèmes éducatifs de la RDC comme un modèle de gouvernance en Afrique centrale. C'est une opportunité significative pour restaurer la confiance dans nos institutions éducatives et moderniser l'image du pays à l'international. Bien que les diplômes papier seront toujours disponibles, a-t-elle insisté, les diplômes électroniques viennent en complémentarité et ajoutent un niveau de sécurisation, de crédibilité et de pérennité. Note d'information relevant du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a présenté au Conseil la nouvelle réglementation des écoles doctorales en République démocratique du Congo. Fruit des analyses, réflexions et propositions des experts délégués de toutes les parties prenantes, cette nouvelle réglementation apporte notamment des innovations suivantes. Le concept de troisième cycle est remplacé par l'école doctorale. La mise en place de la formation doctorale est réservée aux seules universités et écoles supérieures. Les conditions de création des écoles doctorales sont renforcées. La réforme du système LMD est désormais complète par l'ajout du cycle du D. Les formes des écoles doctorales sont précisées et la formation éclatée en activités et en crédits. Le temps des formations est dorénavant réglementé. La formation doctorale est consacrée en tant que continuité des 3 missions dévolues à l'université, d'où l'implication de tous les membres du comité de gestion. La ministre de l'Enseignement supérieur a précisé qu'à travers cette réforme, il est question de garantir la non-complaisance ou la légèreté scientifique dans la formation doctorale afin d'y ériger un sanctuaire d'excellence, de pensée critique et de recherche responsable. Mieux, doter les pays d'écoles doctorales compétitives, respectées et dignes des ambitions du peuple. Elle a sollicité l'accompagnement du gouvernement au bénéfice de cette réforme essentielle à l'avenir de l'enseignement supérieur et universitaire congolais et la prise en compte des enjeux de qualité doctorale dans les politiques nationales de développement, de la recherche et de l'innovation. Note d'information relevant du secteur de la coopération internationale. La ministre est déléguée près le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie, a fait le point sur l'organisation de la 6e session de la commission mixte de concertation entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo, prévue à Kinshasa au cours de la 3e semaine du mois de juillet courant. En effet, les travaux préparatoires ont été amorcés depuis février 2025 avec les concours des experts de la primature et des ministères sectoriels concernés par la coopération avec le Maroc. À la suite des travaux techniques en interne, des experts congolais ont participé du 23 au 25 juin 2025 à Rabat à la réunion technique avec des experts marocains. Les 2 délégations ont formulé, sous forme de décisions et recommandations de coopération, des actions concrètes à mettre en œuvre dans les domaines de la diplomatie, de la gouvernance et de la sécurité en ce qui concerne notamment le partage d'expériences, les transferts des technologies et la mise en place des initiatives communes. En outre, les 2 pays ont défini leurs priorités de coopération
dans les domaines de la recherche scientifique, de l'innovation technologique, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'information, de la communication, de la jeunesse, de la décentralisation, de la culture, du travail et de l'artisanat. À cette occasion, il a été négocié un cadre juridique, fiscal et douanier favorable à l'investissement visant à soutenir le partenariat économique entre les deux pays dans les secteurs précités. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 51e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 11 juillet 2025. Au sujet de l'examen et de l'adoption des dossiers, 2 dossiers ont été présentés. Le premier portant sur la relance du projet d'électrification de la ville de Kisangani. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a soumis au Conseil les dossiers relatifs à la relance du projet d'électrification de la ville de Kisangani, projet qui prévoit la réhabilitation et la modernisation de la centrale La Chopo 1 avec ses 2 groupes turbo alternateurs de 6,5 MW, chacun de G2 et G3, la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 5 MW, ainsi que la réhabilitation du réseau de distribution avec installation de compteurs après paiement et l'extension du réseau pour un budget évalué à plus de 173 milliards de dollars. Pour la mise en œuvre du projet de manière à tirer profit au maximum de toutes les ressources disponibles au niveau national et ou mobilisables auprès de partenaires et de bailleurs internationaux, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a présenté les différents scénarios possibles qui ont été évalués, dégageant ainsi des avantages et des points faibles de chacun. Il est prévu qu'il organise dans les jours qui viennent une concertation avec tous les bailleurs concernés pour une harmonisation en vue de la matérialisation de ce projet. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Promotion et protection des droits de personnes vivant avec handicap et stratégie de leur autonomisation et inclusion sociale. La ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales en charge de personnes vivant avec handicap a présenté au Conseil un dossier à 2 volets. Le premier volet concerne la politique nationale de promotion et de protection des droits des personnes vivant avec handicap. Ces documents donnent une orientation claire à suivre en rapport avec les efforts du gouvernement et d'autres parties prenantes pour la promotion et la protection des droits de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Il identifie 2 domaines d'intervention clés, à savoir l'autonomisation et l'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap. Chacun de ces domaines s'attache à 6 axes stratégiques majeurs suivant la réduction de la stigmatisation et la discrimination, l'éducation, l'autonomisation et l'accessibilité, la santé, l'emploi et l'entrepreneuriat, ainsi que la participation sociale, économique, publique et politique. Enfin, ces documents est assorti d'un cadre logique qui, partant des axes stratégiques, décrit les résultats attendus, définit les indicateurs du changement et leurs sources de vérification. Le deuxième point a porté sur la stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Il s'agit d'un document programmatique qui permet d'encadrer la mise en œuvre des actions tenant compte des axes stratégiques définis dans la politique nationale sus-évoquée. Cette stratégie nationale répond à la question de comment faire pour réduire les inégalités fondées sur le handicap, lutter contre la pauvreté et promouvoir l'accessibilité dans ses différentes facettes. Elle aborde aussi les aspects de coordination institutionnelle des acteurs intervenant dans les secteurs de PVH, les défis dans le parcours ainsi que le plan d'action de sa mise en œuvre assorti d'un budget prévisionnel pour 5 ans, soit de 2025 à 2030. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Examen et adoption d'un texte des 5e chapitre du Conseil de ministres de ce jour. Le vice-ministre de la Justice et Contentieux international a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet d'ordonnance-loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 21 juillet 2025. Après débat et délibération,
le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance-loi. Commencée à 14h57, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h58. Je vous remercie.